Nous sommes en Haïti. Cette île des Caraïbes est le territoire des zombies. Qui sont-ils? Une simple création littéraire? Le fruit d'expérimentations toxicologiques? Jouent-ils un rôle social ou politique? C'est ce voyage auquel je vous convie aujourd'hui. Une quête entre vie et mort à la recherche des zombies. Mon nom est Philippe Charlier. Je suis médecin légiste, anthropologue et historien. À travers des lieux magiques et des rites vivants, je vous emmène à la découverte des grands mythes de l'humanité. La République d'Haïti se situe à l'ouest de l'île de Saint-Domingue, qu'elle partage aujourd'hui avec la République dominicaine. Dès le XVIe siècle, les ressources de l'île sont exploitées et l'esclavage instauré. 200 ans plus tard, la révolte de ces esclaves, portée par Toussaint Louverture, aboutit en 1804 à la déclaration d'indépendance d'Haïti. Les zombies sont issus de cette histoire coloniale. Ils trouvent leur origine en Afrique et dans la religion vaudou. Ils y désignaient des esprits, des démons ou des revenants. Mais leur rôle et leur signification changent en Haïti. La communauté des esclaves en fait l'instrument de sa justice, par opposition à celle des colons. Ce sont leurs sorciers vaudous qui font office de juges et administrent des poisons simulant la mort ou maintenant les condamnés dans un état second. Ces histoires vont être véhiculées et romancées, en particulier par les films hollywoodiens. Les États-Unis occupent l'île entre 1915 et 1934, et les histoires de zombies circulant dans Haïti fascinent très vite les producteurs de cinéma. Le zombie est-il vivant? Est-il mort? Mort-vivant? Plus de 600 films ont porté sur ce sujet, à commencer par The White Zombie, le premier du genre, datant de 1932. Zombie! Allez vite! Allez! Why did you drive like that, you fool? We might have been killed. Worse than that, monsieur. We might have been caught. Caught? By whom? Those men you spoke to? They are not men, monsieur. They are dead bodies. Dead? Yes, monsieur. Zombies. The living dead. Look! Here they come! Pour les Haïtiens, les histoires de zombies commencent toujours de la même façon. Un empoisonnement qui entraîne un état de mort apparente dans lequel les fonctions vitales sont ralenties. Existeraient, dit-on, 36 formules différentes du poison zombie, comprenant notamment des neurotoxines qui ralentissent le système nerveux et des psychotropes qui, eux, modifient la perception et l'état de conscience. Bonjour Jacques. Bonjour. Ravi de vous rencontrer. Jacques Ravix, médecin, dit avoir été empoisonné en 1994. Il me décrit tous ses symptômes. Oui, oui. Tous mes tissus, il y avait toute une série de tissus qui ont pourri. Oui. Mais pourri, une pourriture nauséabonde, infecte. Dans votre bouche, par exemple? Dans ma bouche, par exemple. Et il m'est arrivé d'enlever ces tissus avec ma main et qui prenaient la forme de ma bouche. D'accord. Des tissus nécrosés et puants. C'était épouvantable. Jacques raconte qu'on lui aurait administré un poison, un cocktail de toxines, dont le principal ingrédient serait la tétrodotoxine. C'est une drogue qu'on extrait du foie d'un poisson, qu'on appelle le foufou. C'est le fougou chez les Japonais. C'est le même poisson. Oui, oui. Et dans le foie se trouve la réserve de tétrodotoxine. D'accord. Et on prend un crapaud. Un crapaud? Un crapaud que l'on met au contact d'une couleuvre. Oui. Et on excite le crapaud
jusqu'à ce qu'il crève de rage. Parce qu'il a une peur bleue, la colère. On prélève le venin, que l'on mélange à la tétrodotoxine, ce qui fait que le sujet qui est intoxiqué a souvent des boutons d'un type très particulier que j'ai connu, que j'ai eu moi. Le crapaud est utilisé ici pour ses propriétés très urticantes. Le sujet, en se grattant, ouvre des plaies qui sont autant de voies de passage dans le sang pour la tétrodotoxine. La tétrodotoxine, c'est une molécule incroyable. J'ai vu des gens mourir intoxiqués par la tétrodotoxine en quelques minutes, mais on peut vous intoxiquer progressivement. C'est-à-dire on vous donne des minuscules doses, jusqu'à obtenir un effet où le sujet n'est ni un vivant, ni un mort. Et comment est-ce que vous avez été intoxiqué? Un jour, comme ça, dans votre café? On m'a administré la dose progressivement chaque jour dans mon bureau. Et chaque fois que je posais mon bras sur l'accoudoir du bureau, Incroyable. je me faisais empoisonner à l'aide d'une poudre qu'on avait répandue sur l'accoudoir de ma chaise. Donc ça passait à travers la peau. Exactement. Et puis je suis rentré dans une sorte de coma. D'accord. Mais pendant ce coma, j'ai pu me manger, m'habiller, faire un tas de choses en étant totalement inconscient. Vous étiez léthargique en fait. Léthargique. On trouve le poisson fugu dans la mer du Japon, mais aussi dans les eaux caribéennes. La tétrodotoxine, le principe actif majeur du poison zombie, est donc là, à portée de main. Afin de mieux cerner les effets de la tétrodotoxine, aussi appelée TTX, et comprendre les fondements scientifiques de ces intoxications, je rencontre Julien Barbier. Il est chercheur à l'Institut de biologie et technologie du CEA, spécialisé dans les risques bioterroristes. Des petits échantillons comme ça, déjà assez petits, il faut les retrouver. Dans ce flacon qui contient de la tétrodotoxine, il y a 1 mg, de quoi probablement tuer 1 ou 2 personnes. C'est ce qu'on voit ici. Voilà, un petit dépôt qui est placé au fond du tube. Non, le sourire pervers avec lequel vous dites ça, c'est tout à fait flippant. La tétrodotoxine agit sur le système nerveux. Exactement. Elle est capable de se fixer sur les terminaisons nerveuses et de bloquer la propagation du message nerveux, aussi bien au niveau des nerfs sensitifs que des nerfs moteurs. Donc du coup, sans soin médical, la personne peut donc mourir, que ce soit à la morgue ou à l'hôpital ou encore même dans son cercueil. Dans la plupart des cas graves, les symptômes apparaissent en moins de 2 heures. Et si les patients ne sont pas traités pour les soulager au niveau des problèmes respiratoires, le décès peut survenir. Quel est le tableau clinique d'une intoxication à la tétrodotoxine? Alors, les intoxications à la tétrodotoxine sont classées en 4 niveaux cliniques suivant le niveau de gravité. Donc, le premier niveau correspond à un engourdissement en fait, de la zone périorale avec l'apparition de fourmillements au niveau des lèvres. Et ça, c'est justement ce qui est recherché par certains consommateurs de fugu au Japon, cette sensation de picotement. C'est vrai. Normalement, le cuisinier doit laisser une petite partie de TTX pour entraîner ce petit fourmillement, ce petit picotement des lèvres. Mais c'est quand même le jeu de la mort, c'est dangereux. Exactement. Et alors, des niveaux plus graves? Alors, au niveau 2, on a un engourdissement de la langue et des muscles du visage qui apparaît, avec une paralysie motrice qui touche les troubles de la coordination des mouvements, et également des problèmes d'élocution. Et le grade 4, le grade le plus grave, que représente-t-il? Alors, les gens présentent une détresse respiratoire sévère, ont un rythme cardiaque qui est fortement ralenti, et ça peut entraîner donc une perte de conscience et éventuellement la mort des patients. Donc ça, c'est l'état de mort apparent. On considère qu'ils sont décédés et ils peuvent être enterrés alors qu'en fait, ils sont encore vivants. Oui, alors on peut imaginer qu'au siècle dernier ou dans les pays avec un système de santé précaire, cet aspect de mort apparente est conduit des médecins à diagnostiquer la mort, alors que ce n'est pas possible de nos jours dans un hôpital où il suffit d'un monitoring pour s'apercevoir que la personne est toujours vivante. Les zombies sont décrits comme dans un état d'hébétude chronique. Est-ce que ça peut être une des conséquences, une des séquelles neurologiques de l'intoxication à la tétrodotoxine? Non, les gens qui guérissent sortent en général de l'hôpital en moins de 5 jours, sans séquelles. C'est le temps nécessaire à l'organisme pour éliminer la toxine. Du coup, est-ce que la TTX est suffisante pour provoquer tous ces cas de zombification? Est-ce que ça suffit? À elle seule, la TTX ne peut pas expliquer ce phénomène. Le poison zombie associerait à la tétrodotoxine d'autres molécules toxiques, mais aussi des psychotropes et des substances irritantes.
Ainsi, en République d'Haïti, au début des années 1980, un ethnobotaniste canadien de l'université de Harvard a pris très au sérieux l'étude de ces poisons. Il a été le premier à s'intéresser scientifiquement aux zombies. Max Beauvoir, biochimiste mais aussi prêtre vaudou, a été consulté pour ses recherches. Vous avez aidé à diagnostiquer la substance qui a provoqué ce phénomène de zombification. Vous pouvez nous en dire plus? Il y avait une recherche que voulait faire la NASA. La NASA, c'est l'Institut américain pour aller dans la Lune. L'astronautique. Oui. L'astronautique. Et naturellement, ils envisageaient, à cette époque, 1981-83, ils envisageaient d'envoyer quelqu'un à Mars. Sauf que la distance vers Mars étant très longue, en partant, il s'agissait de le zombifier. Et à ce moment-là, il pouvait faire son travail, mais on ne pouvait pas le laisser là-bas. Il faudrait le rezombifier à nouveau pour qu'il revienne encore sur Terre. Et il fallait une antidote aussi. Il fallait l'antidote. Il leur fallait ce qu'on appelle un poison de zombie. Il lui avait même déjà donné un nom, tel que zombinol, par exemple. Zombinol. Poison de zombie. Les zombies poison, qu'il disait. Zombie poison. Et moi, j'ai essayé de leur expliquer, mais non, vous faites fausse route. Parce que la route est plutôt spirituelle. Il faut comprendre la constitution de l'homme. Tout au moins, la façon dont nous voyons l'homme. Le fait qu'on est esprit avec un corps, c'est tout à fait différent. Si Wade Davis, cet ethnobotaniste canadien, est venu en Haïti à la recherche du poison zombificateur, c'est parce qu'en 1980, il a entendu parler de l'existence d'un zombie. L'histoire de ce zombie a commencé ici, dans le cimetière de Lester. Je suis accompagné du vieux fossoyeur. Il se souvient encore de l'emplacement de la tombe d'où se serait relevé Clervius Narcisse, le zombie. Mel. Mets-toi. C'est celle-là? Ouais. Excellent. Ça, c'est pieds. Ouais. Ça, c'est tête, là. Donc les pieds ici, la tête là. Amen. D'accord. Amen. Clervius Narcisse est officiellement mort et enterré en 1962. Pourtant, 18 ans plus tard, il réapparaît bien vivant. Une enquête sociale, administrative et policière impliquant des services européens a établi que sa zombification avait été commanditée par son frère à la suite d'une discorde au sujet d'un héritage. Il a déclaré avoir été conscient durant tout son enterrement, puis maintenu en captivité dans un champ de canne à sucre. Et s'il est revenu parmi les siens, c'est parce qu'il aurait réussi à tromper la vigilance de ses geôliers en arrêtant d'absorber les drogues journalières qui le maintenaient dans un état second. À sa réapparition en 1980, Clervius Narcisse a été conduit au centre de psychiatrie et de neurologie de Port-au-Prince. Aujourd'hui, dans la capitale d'Haïti, le cas d'une femme passionne une équipe universitaire composée d'un psychiatre, d'un sociologue du CNRS et d'un juriste. C'est la patiente d'un médecin psychiatre, le docteur Girard. Il la soigne depuis 1 an et se pose une question typiquement haïtienne. S'agit-il d'un cas psychiatrique ou d'une réelle zombification? Et pour cette patiente, on dispose de son acte de décès. Oui. Et qu'est-ce qu'on lit dessus? Décès de AD, AD. le 25 juillet 2007. Et nous sommes en 2014, ça fait à peu près 7 ans. Et là, les 2 témoins sont notamment un membre de sa famille, si je vois. Et puis avec un cousin. Et un cousin. D'accord. Donc on est sûr et certain qu'elle avait un état de mort au sens Apparente. médical. Apparente. Apparente, exactement. Sauf que elle réapparaît quelques années plus tard. C'est donc uniquement sur la base d'un simple acte de décès que tous les spécialistes qui se sont penchés sur cette patiente ont supposé être en présence d'un cas de zombie. Le docteur Girard, lui, n'en néglige pas pour autant un diagnostic psychiatrique et il a fait réaliser des examens médicaux. Tracé suggestif de multiples foyers irritatifs, en gros épileptiques, Oui.
Aucun signe de coma anoxique. Donc elle serait en fait en permanence en train de faire de petites crises convulsives, des petites crises d'épilepsie. Oh, bon. Après-midi, amener le monde pour venir voir. Hein? Seule une enquête sociale permettrait de savoir si l'acte de décès est authentique et s'il se rapporte réellement à cette patiente. Ni les poisons, ni la médecine n'expliquent la force de ces histoires en Haïti. Le zombie haïtien est indissociable de valeurs spirituelles, profondément ancrées dans l'imaginaire de l'île. Ces valeurs, je vais les chercher dans la religion historique d'Haïti, le vaudou. Je me rends dans le quartier populaire de Martissan, à Port-au-Prince, où des hommes s'emploient à préparer un rituel. Ils dessinent sur le sol d'un temple vaudou un motif représentant l'esprit de la mort, avec de la brique pilée, de la cendre et de la farine de maïs. Ce soir, le rituel fait honneur à Baron Samedi, l'esprit de la mort et de la résurrection. Lors des cérémonies vaudou, les initiés doivent se présenter pour accéder au temple. Ils utilisent des codes. Honneur. Respect. Bonjour Hérole. Ça va? Ravi de vous rencontrer. Moi également. Ravi. Hérole Josué est un prêtre vaudou. Il dirige l'équivalent d'une paroisse. Les rituels commencent toujours par une invocation au maître des portes, l'esprit qui garde le passage entre le monde des dieux et celui des humains. Après la mort, on continue à vivre avec nos défunts. On continue à en faire des cérémonies pour eux. On continue à nourrir l'esprit de ces gens-là. On continue à brûler des encens pour pouvoir détacher cette âme de ce corps-là et pour pouvoir purifier, diviniser. C'est pour ça qu'on dit on continue à vénérer nos morts parce que ce sont des gens qui ont vécu avec nous, qui nous ont laissé leur savoir également. Alors on continue. Quelle est l'origine historique du vaudou haïtien? Ça vient déjà de l'Afrique, des différentes tribus d'Afrique. Ils sont arrivés avec leur bagage, avec leur savoir, leurs connaissances, qu'ils ont légué aux autres, qu'ils ont retrouvés avec les Taïnos, qui étaient les premiers sédentaires de la terre d'Haïti, Hispaniola, les hommes à peau rouge. Ils se sont rencontrés dans cet enfer de Saint-Domingue. Ils se sont partagés notre médecine traditionnelle, qui est une connaissance, je dirais, bicéphale entre les Taïnos et les Africains. Le vaudou haïtien est aussi le fruit de la rencontre entre le vaudou africain et le catholicisme. Car tous les esclaves africains qui débarquaient dans la colonie de Saint-Domingue étaient systématiquement baptisés catholiques, la religion des maîtres. Du temps des colons, ces cérémonies, pratiquées dans la clandestinité, étaient interdites. Elles étaient passibles de mort ou d'emprisonnement. Certaines sociétés vaudou, comme la société Bizango, d'où proviennent ces poupées grimaçantes, en faisaient un acte de résistance identitaire. Ces membres auraient été des combattants, attaquant les colons la nuit, protégeant les grandes familles du vaudou et rendant la justice en allant jusqu'à zombifier. Ces sociétés secrètes, elles ne sortent pas d'un chapeau de magicien. Elles portent un héritage qui est ancien. Je pense notamment à l'armée de libération d'Haïti. Déjà, nous autres Haïtiens, nous sommes des héritiers de cette armée d'indigènes, cette armée libératrice. L'armée indigène existe bien et bien dans notre cœur par rapport à cette liberté et aussi dans les cérémonies secrètes. Le vaudou haïtien ne symbolise pas le zombie. C'est plus qu'une religion, c'est un mode de vie. Notre mode de vie, c'est pas zombifier les gens. Et toute cette science, il y a des gens bien spéciaux qui le font.
Depuis la colonisation, l'Église chrétienne associe systématiquement le vaudou et les zombies pour faire reculer, voire disparaître, ces croyances ancestrales. Malgré tout, elles survivent dans l'esprit des Haïtiens. Par exemple, ils vont un jour à l'église et le lendemain participent à une cérémonie vaudou. De même, les zombies se situent exactement à la charnière entre mythe et réalité. La zombification est ancrée dans le réel, avec des cas d'empoisonnement avérés, mais aussi dans la croyance, avec la religion, le vaudou. Les zombies jouent également un rôle culturel et historique. Ils incarnent la mémoire collective de l'esclavage en Haïti. L'anthropologue Franck de Gaulle a passé 1 an et demi dans le pays pour étudier la zombification et le traitement réservé aux zombies. Pour lui, pas de doute. Les zombies sont traités exactement comme les esclaves l'ont été sur l'île pendant 200 ans. En tant qu'anthropologue, vous avez une vision non pas pharmacologique des zombies, mais beaucoup plus sociologique. Qu'est-ce qu'ils représentent pour vous dans l'imaginaire haïtien? Dans l'imaginaire haïtien, ils représentent l'esclave des temps passés. On dit souvent qu'il n'y a pas de mémoire populaire de l'esclavage, notamment en Haïti, ou dans la Caraïbe noire, née de cet esclavage, qu'il n'y a pas de discours populaire relatif à cette histoire, comme si elle avait été oubliée. Or, on s'aperçoit qu'à travers cet imaginaire relatif aux zombies en Haïti, en différents endroits et avec force, surgissent des rappels de ce passé esclavagiste. Est-ce qu'on peut dire du coup que les zombies sont le dernier témoignage vivant, enfin plus ou moins vivant, des esclaves? En tout cas, il semble véhiculer une sorte de mémoire d'un genre un peu particulier, puisqu'elle n'est pas construite sur le plan du discours, une mémoire plutôt incarnée, une sorte de présence de ce passé. On peut prendre des exemples très précis dans le cas du zombie. Par exemple, le fait qu'il soit renommé dès qu'il arrive chez son maître, la façon de les nourrir, la façon de les habiller, le fait de les distinguer dans l'espace lorsqu'ils sont dans leur case, dans leur captiverie chez leur maître. D'un côté les zombies hommes, de l'autre les zombies femmes, de manière à ce qu'il n'y ait de rapports sexuels entre eux, et donc d'enfantement. L'utilisation du fouet, le fait que le zombie a toujours les yeux baissés, ne vous regardera jamais. Ces liens étroits entre le traitement des esclaves hier et celui des zombies aujourd'hui a bien été montré par le travail de Franck de Gaulle. Il repose essentiellement sur des récits, les très nombreux témoignages collectés pendant ses recherches. Et c'est comme un travail sur des mythes ou des légendes. C'est un fond d'histoire, c'est pas un fond de réalité. Exactement. La vérité du phénomène est mise de côté. En quelque sorte, toutes les conceptions relatives aux zombies, ce qu'on peut appeler un imaginaire, dit quelque chose, est une chambre de résonance, une chambre d'écho de ce passé haïtien. C'est pour ça que vous ne vous posez pas la question de l'existence du zombie. Ce qui vous intéresse, c'est ce que l'idée même du zombie véhicule. Exactement. Alors la question est légitime. Est-ce qu'il existe une poudre qui permet de transformer quelqu'un, de le mettre en état de mort apparente et ainsi de suite. La question est légitime. Mais en revanche, on est obligé de constater qu'elle a longtemps occulté une part importante, une dimension importante du phénomène, qui était que en Haïti, le zombie est l'objet de discours quotidiens, de discours très riches, très variés, de récits, de conceptions, et que lorsqu'on fait l'économie de cette question de la véracité, on peut entièrement se consacrer aux messages qui seraient véhiculés à travers cet imaginaire relatif aux zombies, notamment concernant le passé et le rapport au passé esclavagiste d'Haïti. Dans la société haïtienne, il ne fait aucun doute que le zombie existe. Il interroge sur la réappropriation de son corps, de son libre arbitre. Et surtout, il est indissociable de l'histoire du pays, en particulier du traumatisme de l'esclavage. Le zombie, avec son état second, représente une sorte de condamnation à rester esclave à vie. La vraie mort devient alors une délivrance. La fin de la souffrance, comme celle endurée par les esclaves de l'île, leurs ancêtres, pendant 2 siècles.
Il renoue ainsi, grâce aux zombies, avec leurs origines africaines.